Bonjour à tous. On a sûrement tous vécu ça, enfin surtout les praticiens en médecine esthétique qui nous écoutent peut-être. Une consultation qui semble parfaite, techniquement irréprochable, les infos sont claires, les photos avant-après parlantes, on pense avoir tout bien expliqué. Et pourtant, La personne en face vous dit ce fameux «je vais y réfléchir». ah oui, le classique «je vais réfléchir». Voilà. C'est frustrant, non? On se demande pourquoi cette hésitation alors que tout paraissait si bien parti. Tout à fait. Et c'est précisément là qu'on va creuser aujourd'hui. Exactement. On va décortiquer ensemble des stratégies de communication assez pointues. Elles sont tirées d'une masterclass très intéressante du docteur Harry Massoudi. Son parcours est d'ailleurs assez atypique. Biologiste moléculaire à la base, ancien chercheur en médecine régénérative et aujourd'hui consultant business spécialisé dans le secteur de la beauté et de la tech. Oui, un profil vraiment pertinent pour ce sujet. Et donc notre discussion, elle s'appuie sur ces 15 conseils de communication éprouvés pour les médecins en esthétique, de la consultation à la conversion. Précisons bien, c'est une discussion qui s'adresse particulièrement aux praticiens ambitieux, ceux qui sentent qu'il y a un potentiel pour améliorer leur taux de conversion, mais qui se heurtent souvent à ce « je vais réfléchir ». Oui, et c'est crucial de dire d'emblée, on ne remet pas en cause les compétences cliniques ici. Pas du tout. On part du principe que l'expertise médicale, elle est là. Le vrai sujet, c'est de voir comment de petits ajustements, parfois même subtils, dans la façon de parler, de poser les questions, peuvent complètement changer la dynamique d'une consultation. L'idée clé, c'est vraiment de montrer au patient qu'on a compris ce qu'il ou elle recherche profondément, son désir réel, avant même de parler technique, traitement, produit. D'accord. Ok, alors, allons-y, déballons ça. Si je comprends bien l'idée centrale, c'est que le succès d'une consultation ne tient pas tant à l'explication de ce que le traitement fait techniquement, mais plutôt à notre capacité à nous connecter à ce que la personne espère vraiment obtenir, en termes de confiance, d'image, de bien-être personnel. C'est ça. C'est tout à fait ça, le cœur du problème. Alors, commençons par là. Pourquoi est-ce que l'approche, disons, plus traditionnelle, eh bien, elle peut échouer? Souvent, le réflexe, c'est « Ah, vous avez des rides là? Bon, bah je recommande du Botox. » Ou pour le volume des lèvres, hop, acide hyaluronique. On est très vite dans la solution technique. Exactement. Et c'est là, comme le souligne le docteur Massoudi, qu'on risque de passer à côté de l'essentiel. On parle procédure avant de parler de la transformation que la personne imagine pour elle-même. On met la charrue avant les bœufs, en quelque sorte. Un peu, oui. Il faut vraiment prendre le temps de comprendre l'état d'esprit très spécifique de quelqu'un qui vient pour de l'esthétique. Il y a 3 facteurs clés qui sont assez puissants. Premièrement, la vulnérabilité. On parle de son apparence, de son image. C'est très intime, très personnel. Oui, on touche à quelque chose de sensible. Absolument. Deuxièmement, l'investissement. Et pas seulement financier, attention. C'est aussi un investissement émotionnel fort. Il y a de l'espoir, parfois de l'appréhension. Et troisièmement, l'anxiété liée à la transformation elle-même. La peur que le résultat ne soit pas naturel, la peur du jugement des autres, la peur de ne plus se reconnaître. Ah oui, ces fameuses peurs. Elles sont bien réelles. Intérieurement, la personne se pose plein de questions. Et si ça rate? Et si tout le monde le voit et trouve ça moche ou artificiel? Est-ce que je suis superficielle de vouloir ça? Et chaque mot qu'on va prononcer, nous, en tant que praticiens, peut soit calmer ces peurs, soit involontairement les amplifier. C'est fou l'impact des mots dans ce contexte. Énorme! On peut transformer cette anxiété en enthousiasme, en confiance dans le projet. Ou l'inverse. Donc, on est bien d'accord, on est beaucoup plus dans l'humain, dans la psychologie, que dans la simple prestation technique. L'enjeu, c'est de réaliser qu'on ne vend pas juste des injections ou un coup de laser. On propose une possibilité de se sentir mieux, une version de soi peut-être plus alignée. Exactement. Du coup, l'empathie, l'écoute, pour vraiment comprendre les motivations profondes, ça devient la priorité numéro 1, avant même l'explication technique détaillée, qui reste nécessaire bien sûr, mais pas tout de suite. Tout à fait. La technique vient appuyer la compréhension du besoin, pas l'inverse. Bon, alors, concrètement, comment on fait pour changer cette approche en consultation? Le docteur Massoudi donne des pistes très pratiques. Et il insiste bien, ce ne sont pas des techniques de vente un peu manipulatrices, c'est vraiment pour recentrer la discussion sur le patient, construire une relation de confiance. Oui, c'est ça l'esprit. Pas de manipulation, juste une meilleure connexion. Premier conseil qu'il donne, passer de pousseur de traitement à explorateur de résultats. On l'a dit, l'approche moins efficace, c'est « pour ça, je vous recommande ça ». Ouais. Très directif. Ouais. Et l'alternative qu'il propose, c'est de chercher la connexion avant de parler solution. Par exemple, poser une question ouverte comme avant qu'on parle des options de traitement, pourriez-vous m'aider à comprendre quels changements, si on pouvait les réaliser, vous donneraient vraiment ce coup de boost, cette confiance en vous en regardant dans le miroir. Intéressant. Ou une autre formulation, quand vous imaginez la version idéale de vous-même, celle qui vous ferait sentir rayonnante, épanouie,
quels sont les petits changements spécifiques qui contribueraient le plus à ce sentiment? Mais question pratique. Est-ce que certains patients ne trouvent pas ça un peu indirect? Surtout s'ils arrivent avec une idée très précise en tête, genre « je veux du Botox pour mon front ». Point. Comment on gère ça sans les frustrer? C'est une excellente remarque. Et c'est là qu'est la subtilité. Il ne s'agit pas du tout d'ignorer leurs demandes. Au contraire, on accuse réception, parfait. On va absolument parler du Botox pour le front, c'est noté, mais on ajoute. Et juste pour être sûr que c'est bien la meilleure solution pour atteindre votre objectif global, j'aimerais prendre 2 minutes pour comprendre un peu mieux ce que vous cherchez à obtenir au final. Ah, d'accord. On valide la demande, mais on élargit le cadre. Exactement. On montre qu'on s'intéresse au pourquoi derrière le quoi. Ça positionne le praticien différemment, plus comme un partenaire stratégique, en fait, que comme un simple exécutant. Et ça change beaucoup de choses dans la perception du patient. Ça ouvre un dialogue plus riche. Je vois l'idée. Ok. Deuxième changement clé. Passer de présentateur de procédure à partenaire de priorité. L'erreur pointée, c'est de demander trop vite. Bon, alors on commence par quoi? Ça met une pression sur le patient qui n'est peut-être pas prêt. Oui, ça présuppose qu'il est déjà décidé et qu'il sait exactement comment séquencer les choses, ce qui est rarement le cas à ce stade. Une question beaucoup plus fine, plus stratégique serait, pour que vous sentiez que cette démarche en vaut vraiment la peine, pour vous, qu'est-ce qui serait le plus important? Le résultat final lui-même, le délai pour l'obtenir, le budget à respecter, le côté très naturel du rendu? On cherche ces critères de décision. Voilà. Ou s'il y a plusieurs objectifs. Si on regarde tout ce que vous aimeriez améliorer, qu'est-ce qui devrait absolument être parfait, que ce soit le timing, le résultat visible, le budget, peu importe, pour que vous vous disiez « Ok, là, oui, c'est ma priorité numéro 1, je me lance maintenant ». Ça permet de découvrir ce qui le ou la ferait basculer. Précisément. Ce type de question n'impose rien. Ça invite juste le patient à dire ce qui compte vraiment pour lui. Et une fois qu'on a compris ça, ce cahier des charges personnelles, eh bien, on peut présenter les traitements non pas comme des produits sur une étagère, mais comme des réponses directes à ses priorités. C'est beaucoup plus puissant. Oui, ça demande sans doute un peu de doigté pour que ça ne ressemble pas à un interrogatoire, mais je vois bien comment ça peut recentrer la discussion sur l'essentiel pour la personne. Et ça nous amène logiquement au troisième point, le prix. Le conseil, c'est de passer d'annonceur de prix à découvreur de valeur. Expliquez-nous un peu ça. Alors ça, c'est souvent contre-intuitif. Beaucoup de praticiens pensent bien faire en étant transparents rapidement sur les coûts. Mais annoncer le prix trop tôt, de but en blanc, bon, ce traitement, c'est 800 €. Ça a un effet assez brutal. Ça casse l'ambiance, en gros. Exactement. Ça transforme une conversation qui était sur le bien-être, la confiance, l'avenir, en une simple transaction commerciale. Et d'après Massoudi, c'est un moyen très efficace de briser la connexion émotionnelle qu'on essayait de construire. Donc, balancer le prix comme ça, c'est un peu un tue-l'amour conversationnel. Carrément. Ça court-circuite toute la dimension aspirationnelle, émotionnelle du projet. Parce que ça ramène très terre-à-terre à une question comptable. Voilà. Alors qu'on devrait encore être dans l'exploration du rêve, du possible. L'approche qu'il suggère, c'est d'explorer la valeur de la transformation avant de parler du prix. Explorer la valeur. Comment? Par exemple, en demandant, imaginons une seconde qu'on réussisse à obtenir ce résultat, ce look naturel et reposé dont vous parliez. Concrètement, dans votre vie de tous les jours, quel impact ça aurait? Sur votre confiance quand vous prenez la parole au travail, par exemple, ou sur votre plaisir à sortir, à voir des amis. Ou même, plus directement, quelle valeur vous accorderiez, vous, personnellement, à ce gain de sérénité, de bien-être que ça vous apporterait? Et là, on revient à cette anxiété dont on parlait au début. En fait, quand le patient met ses propres mots sur la valeur émotionnelle, personnelle de ce changement, il combat lui-même intérieurement sa propre crainte d'être jugé superficiel. Il légitime l'investissement, pas seulement l'argent, mais l'engagement émotionnel. C'est lui qui donne du sens à la démarche. Exactement. Et du coup, quand le prix est évoqué après ça, il n'est plus vu comme une simple dépense. Il devient un investissement dans quelque chose dont la valeur a été clairement identifiée et verbalisée par le patient lui-même. Le cadre mental est complètement différent. C'est puissant comme changement de perspective. Cette idée de valeur est vraiment centrale. Mais une fois qu'on a établi cette valeur, comment on sait si la personne est vraiment prête à passer à l'acte, sans la brusquer? Ça nous conduit au 4e conseil. Passer de vendeur de traitement à lecteur de préparation. Oui, parce que la question trop directe, alors on prend rendez-vous, elle appelle souvent une réponse un peu facile pour se défiler. Non, pas tout de suite, je ne suis pas encore prêt. C'est une porte de sortie. Trop frontal. Trop frontale. Une approche plus subtile, plus ouverte, serait de demander par exemple, qu'est-ce qu'il vous manquerait aujourd'hui pour sentir que ce traitement serait vraiment la prochaine étape parfaite pour vous? Ah oui, c'est pas mal ça. Ou bien, quels sont les éléments, que ce soit dans votre emploi du temps, votre budget, ou juste votre ressenti personnel, qui devraient être alignés pour que vous vous
sentiez complètement à l'aise et même enthousiaste à l'idée d'aller de l'avant. J'aime beaucoup. Ça ouvre vraiment la discussion sur les éventuels freins, mais sans aucune pression. C'est très respectueux. Tout à fait. Et le message implicite est fort. Je ne cherche pas juste à remplir mon agenda. Je me soucie de votre parcours, de votre confort dans la décision. On cherche à comprendre où la personne en est dans son cheminement et on se montre comme un allié pour l'aider à avancer à son rythme. Ok, 5e point, qui est un peu dans la même veine. Passer de vendeur pur et dur à conseiller esthétique. Le docteur Massoudi met vraiment en garde contre les tactiques de vente sous pression. Le fameux « c'est une offre spéciale, mais seulement si vous réservez aujourd'hui ». Ah oui, là-dessus, il est très clair. Ce genre de méthode qui marche peut-être dans d'autres secteurs est absolument toxique en médecine esthétique. Pourquoi toxique? Parce que le fondement de la relation praticien-patient en esthétique, c'est la confiance. Une confiance immense. Utiliser la pression commerciale, même légère, c'est comme jeter une bombe sur ce fondement. Ça détruit tout. D'accord. L'alternative, c'est vraiment d'adopter une posture de conseiller, quelqu'un d'impartial, de bienveillant, dont le but premier est le bien-être du patient. Et je comprends l'idée de ne pas mettre de pression, c'est fondamental pour la confiance. Mais j'ai une question. Dans un environnement où il y a quand même des objectifs commerciaux, est-ce qu'il n'y a pas un risque que cette posture très conseillée soit perçue comme un manque d'engagement, ou que le praticien ait l'air de ne pas oser proposer clairement un plan? C'est un équilibre subtil, vous avez raison. Ce n'est pas du tout être passif ou désintéressé. Au contraire, il s'agit de dissocier la qualité du conseil et la clarté de la recommandation de l'acte de vente immédiat. On peut être très ferme sur ce qu'on pense être le meilleur plan de traitement, très engagé dans la proposition, tout en affirmant très sincèrement que vous choisissiez finalement de faire ce parcours avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Mon objectif principal aujourd'hui est que vous ayez toutes les cartes en main et que vous preniez la meilleure décision pour vous. Donc on reste proactif sur le conseil. Absolument. Ou dire, prenez vraiment le temps qu'il vous faut pour y réfléchir. Votre sérénité, votre confiance dans votre choix, c'est ça le plus important pour moi. Et paradoxalement, c'est souvent cette absence totale de pression qui crée le plus de confiance. Ça rassure énormément le patient. Il se sent respecté en tant que personne, pas juste comme un client potentiel. Et c'est ça qui le fait revenir. D'accord. C'est la vision long terme de la relation qui prime sur la transaction immédiate. Très clair. Et le dernier exemple qu'on voulait aborder aujourd'hui, passer de la simple liste de traitements à un connecteur d'objectifs. Fini le catalogue, alors on a le botox, les fillers, les lasers, les peelings. L'idée, c'est pas de cacher ce qu'on propose, bien sûr, mais c'est d'éviter de noyer la personne sous un flot d'informations techniques qui ne sont pas directement connectées à ses aspirations. C'est ça, le mot-clé, connecté. Oui. Au lieu de réciter un menu, il faut faire le lien de manière explicite. Par exemple, écoutez, compte tenu de votre souhait d'avoir l'air moins fatigué, plus dynamique pour cet événement important, tout en voulant absolument garder un résultat très naturel, eh bien je pense que la combinaison de telle et telle approche pourrait vraiment créer l'effet précis que vous recherchez. On justifie la recommandation par l'objectif. Voilà. Ou, par rapport à ce que vous m'avez décrit comme étant votre priorité numéro 1, retrouver ce côté bonne mine sans transformation radicale, voici 2 ou 3 options qui me semblent pertinentes. Laissez-moi vous expliquer pourquoi l'option B, à mon avis, serait particulièrement bien adaptée dans votre cas précis. La clé, c'est vraiment ça. Chaque suggestion de traitement doit être présentée comme une réponse directe aux objectifs, aux désirs, aux priorités que le patient a exprimées juste avant. Le traitement devient alors une solution sur mesure, pas un produit générique. C'est sa solution pour sa quête. C'est fascinant, vraiment. Alors, si on prend un peu d'auteur, qu'est-ce que tout ça nous dit, au fond? Ces changements de langage, de posture, c'est pas juste de la com, de la forme. Ah non, absolument pas. Pour le docteur Massoudi, et je partage son avis, ces ajustements sont profonds. Ils sont profonds parce qu'ils reconnaissent et ils honorent la nature si particulière, si personnelle, si intime des décisions qu'on prend concernant son apparence. C'est un changement de philosophie, en fait. Complètement. C'est un changement de paradigme. On arrête de se voir comme quelqu'un qui vend des traitements. On devient quelqu'un qui accompagne des transformations. C'est très différent. Et ce qui est vraiment au cœur de tout ça, c'est de reconnaître le statut unique de la médecine esthétique. On n'est pas en train de vendre des voitures ou des assurances. On touche à l'image de soi, à la confiance, à des zones de vulnérabilité parfois très profondes. C'est vrai. Un praticien peut être techniquement brillant, avoir des connaissances scientifiques impeccables. Mais si sa communication ne reflète pas une compréhension empathique de cet enjeu émotionnel fort, eh bien il risque de ne pas créer cette connexion essentielle, ce lien de confiance. Les gens qui viennent nous voir, ils arrivent souvent avec un mélange complexe d'espoir et d'appréhension. Ils n'achètent pas des millilitres de produits ou des séances de machines. Ils investissent dans une vision d'eux-mêmes, dans l'espoir de se sentir mieux, plus en phase.
C'est un investissement dans un ressenti. Exactement. Et une consultation qui valide leurs désirs, qui apaise leurs craintes, qui les implique vraiment dans la décision, ça devient une expérience positive, valorisante en soi, bien au-delà d'une simple transaction médicale. La conclusion du docteur Massoudi résume parfaitement ça, je trouve. Il dit en substance, l'expertise technique, c'est ce qui attire les patients chez vous. C'est la base. Mais c'est l'empathie et la qualité de votre communication qui déterminent s'ils vont réellement vous confier leur visage, leur corps, bref, leur transformation. Son conseil final est presque un mantra. Arrêtez de vendre des traitements, commencez à soutenir les rêves. C'est une belle formule. Oui, c'est fort. Pour résumer les points essentiels de notre exploration, inspirée par le docteur Massoudi, une communication vraiment efficace en consultation esthétique, celle qui non seulement convertit, mais surtout qui fidélise, elle met la priorité absolue sur la compréhension sincère, profonde, des désirs du patient. Il s'agit de construire la confiance, patiemment, en se positionnant comme un partenaire, un expert, oui, mais bienveillant. L'écoute active, l'empathie et cette capacité à aider le patient à verbaliser lui-même la valeur de ce qu'il recherche, ce sont vraiment les piliers. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion intéressante qui va même un peu au-delà de la simple amélioration des taux de conversion. On peut se demander si ce modèle de communication vraiment centré sur le patient, basé sur l'empathie, la co-construction du projet, était adopté plus largement dans le domaine. Comment est-ce que ça pourrait transformer non seulement la relation praticien-patient au quotidien, mais peut-être aussi l'image globale de la médecine esthétique auprès du public? Et comment ça pourrait impacter au final la satisfaction réelle et le sentiment de bien-être des patients bien après la fin du traitement? C'est une vraie question de fond, je trouve, qui mérite qu'on y réfléchisse.